Donc, bonsoir Jean-Loup Bonamy, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à un débriefing qui se fera de manière enregistrée et sans vidéo pour une fois. Vous avez publié récemment un livre qui s'appelle « Quand la psychose doit fédérer le monde ». Ce sera l'objet d'une partie de cette interview. Peut-être que vous pourriez commencer par vous présenter un petit peu avant d'expliquer ce qui vous a mené à écrire ce livre et éventuellement parler de votre perception de la crise actuelle dans un débriefing pour nos lecteurs et nos auditeurs. Oui, bien sûr. Alors, merci à vous et merci à François de m'avoir invité et donné la parole. Et je trouve très bien que des médias indépendants puissent donner la parole à des points de vue, disons, un peu alternatifs ou un peu différents sur la crise. Donc, je vous en remercie. Et je m'appelle Jean-Loup Bonamy, je suis normalien, professeur agrégé de philosophie et spécialiste de géopolitique. Et donc, je viens de publier aux éditions Gallimard, dans la collection Tract, un petit livre intitulé « Quand la psychose fait dérailler le monde » pour 3,90 €. Et je l'ai coécrit avec un journaliste du Figaro, Renaud Girard, qui est normalien, saint-cyrien, énarque, et qui, depuis plus de 35 ans, est grand reporter au Figaro, où il a couvert la majorité des guerres, des crises et des conflits de la planète. Et donc, nous avons décidé ensemble d'écrire ce texte, car nous pensons plusieurs choses. Premièrement, nous nous intéressons à la gestion de crise, donc dans le domaine géopolitique, et nous trouvons que depuis le début, en France, la crise du Covid-19 a été très mal gérée et que donc, du point de vue de la gestion de crise, il nous semble qu'il y a vraiment des décisions mauvaises, incohérentes, absurdes qui ont été prises. Deuxièmement, on a eu très tôt, par rapport au Covid, qui est bien une vraie maladie, il y a un vrai problème de santé publique, mais nous avons eu très tôt, dès le mois de mars, le sentiment d'une psychose collective et d'une surréaction complètement disproportionnée. Donc d'ailleurs nous, contrairement à bien d'autres, nous n'avons jamais varié, hein, nous avons toujours été sur la même ligne, alors que bien sûr nous avons enrichi, nous avons adapté, mais nous n'avons jamais varié sur notre ligne globale. Et troisièmement, c'est avant tout un livre contre le confinement, et surtout contre le confinement à la française, qui est un confinement très dur, très strict, parce que d'une part, nous pensons que le confinement a des effets absolument catastrophiques, que le remède proposé, c'est-à-dire le confinement, risque d'être bien pire que le mal, c'est-à-dire le Covid-19, que les conséquences en termes économiques, en termes de cohésion sociale, en termes de liberté publique risquent d'être extrêmement graves. Et d'autre part, même sur le plan strictement sanitaire, pour lutter contre le Covid-19, pour désengorger des hôpitaux, pour sauver des vies, nous n'avons pas le sentiment qu'il s'agisse de la stratégie sanitaire la plus efficace. D'accord, merci beaucoup pour ces explications. Quand vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous appelez par mal géré ou de ce que vous pourriez juger comme étant bien géré, on va dire, dans la crise? Oui, donc en France, on a vraiment le sentiment d'une mauvaise gestion, c'est-à-dire que en France, on a fait le choix de tout axer sur le confinement, la distanciation sociale, les mesures restrictives et coercitives et ce qu'on appelle réduire la circulation du virus. Et on a très peu insisté sur la dimension du traitement de la maladie. D'ailleurs, c'est ce que soulignent de nombreux médecins. Par exemple, les professeurs Raoult, Perron ou Louis Fouché ou le docteur Kirzek l'ont dit très tôt. Le problème,
c'est que en France, on cherche à tout prix à éviter la contamination et parfois on n'y arrive pas. Et simplement, on ne pense pas à l'aspect traitement de la maladie. Or, on pense que dans la lutte contre les épidémies, le bon modèle, c'est le modèle testé, isolé, traité. Et d'ailleurs, je suis très surpris parce que j'entends parfois le gouvernement parler d'un modèle qui serait testé, tracé, isolé, mais déjà, dans cette expression, on oublie le mot le plus important, qui est le mot traité, conformément au serment d'Hippocrate prêté par les médecins. Or, on sait que le Covid-19, aujourd'hui, est une maladie qui se soigne très bien si elle est prise suffisamment tôt. Donc, nous, ce que nous recommandons dans le livre, puisque ce que nous cherchons à proposer, c'est une stratégie sanitaire alternative avec des propositions concrètes et une stratégie sanitaire qui nous paraîtrait plus efficace que le confinement. Donc cette stratégie, elle repose sur un dépistage de masse et un dépistage ciblé. En fait, on sait qu'aujourd'hui, 90% des personnes qui sont en réanimation pour cause de Covid sont atteintes par ailleurs d'autres pathologies. Ces pathologies sont toujours les mêmes, des formes graves d'asthme, des cancers, du diabète, de l'hypertension, des troubles cardiaques. Et donc, ce que nous proposons, vu que la maladie est elle-même très ciblée, eh bien, c'est d'identifier les personnes à risque. Comment? Grâce au big data de l'assurance maladie, grâce aux données de l'assurance maladie, et ces personnes à risque, de les protéger. Alors, pas du tout de les confiner spécifiquement, mais véritablement de les protéger en les dépistant 2 fois par semaine, grâce à des tests antigéniques rapides et peu chers. Nous proposons aussi de leur fournir de vrais masques FFP2 qui protègent véritablement, contrairement aux masques fabriqués en Chine que tout le monde porte et qui ne protègent de rien. Et si jamais ces personnes sont positives au Covid-19, il faut bien sûr les isoler, simplement le temps de la maladie, pendant une semaine, et surtout les suivre médicalement et les traiter. On sait que aujourd'hui, si vous donnez aux gens de l'oxygène, si vous mesurez leur taux d'oxygène dans le sang et que vous voyez qu'à cause du Covid-19, leur taux d'oxygène dans le sang a baissé, si vous leur donnez de l'oxygène, ce qui peut très bien se faire à la maison avec un simple masque à oxygène, si vous leur donnez des corticoïdes, si vous leur donnez des anticoagulants pour éviter l'embolie pulmonaire, ça c'est ce que nous ont dit les médecins, tous les médecins sont d'accord là-dessus, le taux de passage en réanimation et le taux de décès s'effondrent. Simplement, la France est tellement mal organisée sur le plan logistique et elle a fait d'autres choix dans sa gestion de crise en misant tout sur le confinement. Et du coup, cet aspect dépistage de masse ciblé sur les personnes à risque et traitement précoce de la maladie, par exemple en s'appuyant sur les médecins libéraux, sur les médecins de ville, eh bien cet aspect qui nous paraît être la bonne stratégie n'a pas du tout été valorisé, alors que pour nous, ça serait la bonne solution. D'accord. Quand vous dites ça vous paraît être la bonne stratégie, à quoi faites-vous référence? Comme vous avez regardé à l'étranger, vous avez discuté avec des experts, vous avez vous-même une expertise là-dedans, parce que quelque part vous remettez en cause la stratégie choisie par le gouvernement, et c'est intéressant de comprendre de quelle autorité vous utilisez, on va dire, ou quelle approche scientifique vous utilisez pour tirer ces conclusions. Oui, bien sûr. Donc, c'est une très bonne question. Alors, simplement pour proposer cette stratégie sanitaire alternative, déjà, je pense qu'on peut dire que nous nous appuyons sur des principes de bon sens qui me semblent avoir été largement oubliés dans la stratégie, ou plutôt dans l'absence de stratégie de la France jusqu'à maintenant. Et simplement pour vraiment l'aspect concret des choses, en fait, on a 2 influences. D'une part, nous nous intéressons à ce qui s'est passé à l'étranger, dans les pays qui ont réussi
avec succès dans leur lutte contre le Covid-19. Donc, je pense d'un côté aux pays asiatiques, la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong. Vous savez par exemple qu'à Taïwan, un pays de 21 millions d'habitants, qui est juste en face de la Chine, c'est-à-dire du berceau de l'épidémie, il y a eu 7 morts. 7 morts contre 50 000 en France, 7 morts sur 21 millions d'habitants, et ce sans le moindre confinement. Les bars, les restaurants, même les boîtes de nuit sont restés ouverts à Taïwan. De même, en Corée, on doit être à peu près 400 morts sans confinement. Et d'un autre côté, bien sûr, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est l'Allemagne, parce que là, c'est un pays géographiquement et culturellement proche de nous, européen, frontalier. Donc là, on ne peut pas nous faire le coup du « Ah, mais c'est une autre culture ». Et simplement, l'Allemagne a confiné moins durement que la France. Ça a été un semi-confinement beaucoup moins long, beaucoup plus souple, beaucoup moins strict. Il n'y a par exemple jamais eu d'attestation de sortie en Allemagne ou d'amende en cas de sortie à l'extérieur. Hein. Dans le confinement allemand, vous pouvez sortir librement de chez vous, c'est juste que les commerces se sont fermés. Alors que la France a déconfiné le 11 mai, l'Allemagne a déconfiné 2 ou 3 semaines plus tôt, le 27 avril. Aujourd'hui, les Allemands sont nettement moins confinés que nous. Leur économie a été moins impactée que l'économie française. Et en termes de résultats sanitaires, ils ont 5 fois moins de morts par habitant que la France. 5 fois moins de morts par habitant, parce qu'en fait, ils n'ont pas tout misé sur le confinement. Ils ont eu un confinement moins dur et surtout, ils ont misé sur autre chose, c'est-à-dire sur le dépistage de masse, l'identification des personnes à risque. Ils se sont beaucoup plus appuyés sur les médecins libéraux, sur les cabinets médicaux. Ils ont beaucoup plus respecté la liberté de prescription des médecins. Et donc, cette stratégie, ils se sont aussi beaucoup plus appuyés sur le fait de traiter précocement la maladie. Et donc, ça a donné de bien meilleurs résultats sur le plan sanitaire. Et sur le plan du confinement, on pourra toujours vous opposer que les Allemands sont plus respectueux des ordres que les Français, on va dire. Vous avez quelque chose à dire là-dessus ou... Alors, oui, je vais vous répondre tout de suite, mais simplement pour finir sur le point précédent. Donc, d'une part, on a été influencé par ce qui s'est passé à l'étranger, pays asiatiques, Allemagne, mais aussi Slovaquie. Vous avez vu qu'il y a 3 semaines, en un week-end, la Slovaquie a dépisté 85% de sa population. Et d'autre part, ce qui nous a aussi beaucoup aidé dans la rédaction du livre, ce sont les conseils et les avis de nombreux soignants qui nous ont aidés pour écrire ce livre, donc des généralistes, des pneumologues, qui sont un peu les grands oubliés de cette crise, alors que la maladie est une maladie pulmonaire, respiratoire, des infectiologues, des urgentistes, des anesthésistes réanimateurs, des épidémiologistes et experts en santé publique. Donc des gens qui sont des pédiatres aussi, qui nous ont bien expliqué que les enfants ne développaient presque jamais de forme grave du Covid-19, qu'ils étaient très peu contaminés, qu'ils étaient très peu contaminants, qu'ils n'étaient pas du tout un vecteur de l'épidémie, donc que ça ne servait par exemple à rien de fermer les écoles comme on l'a fait au printemps, ou d'imposer le port du masque des 6 ans, puisque les enfants sont très peu contaminés et très peu contaminants. Or, là aussi, les pédiatres, alors qu'on prend quand même des mesures concernant les écoles, les masques dans les écoles, les fermetures d'écoles au printemps, les pédiatres sont un peu les grands oubliés de cette crise, alors qu'on prend des décisions qui concernent les enfants. Donc voilà, on s'est également donc beaucoup appuyé sur les soignants et pendant l'écriture du livre. Et ensuite, après, il se trouve, et ça nous fait très plaisir, qu'on a reçu des messages de remerciements, d'encouragement, de félicitations de la part de nombreux soignants qui sont d'accord avec nous. Parce qu'en fait, quand vous êtes soignant et que vous voyez que tout ce que les autorités trouvent à dire, c'est restez chez vous et prenez du Doliprane et faites le 15 au dernier moment si vous sentez que vous commencez à étouffer. Ça, quand vous êtes soignant, vous avez prêté le serment d'Hippocrate, c'est absolument inadmissible.
Donc voilà, ça a vraiment été ça nos... Donc quelque part, vous avez fait une grosse collecte d'informations, vous avez analysé, voilà. vous avez cherché à comprendre, à benchmarker, voilà. en regardant à l'étranger. On a beaucoup lu la presse étrangère. C'est un diagnostic. Voilà. On a consulté des journalistes et des médecins étrangers, même les ambassades, pour qu'ils nous expliquent ce qui se passait dans les pays. On a eu les remontées du terrain de nombreux médecins. Il se trouve que le frère de mon co-auteur, le frère de Renaud Gérard, est lui-même médecin urgentiste et qui s'est battu sur le terrain contre le Covid-19. Et lui, il partage totalement notre avis. Il pense que c'est une grande psychose collective, que le confinement strict n'était pas forcément la bonne solution. Moi, là, dans des interviews que j'ai données, je cite régulièrement le docteur Kirzek, qui est urgentiste, qui propose justement des solutions pour sortir du confinement. Dans notre livre, on a cité le professeur Olivier Desoir, qui est, le médecin Olivier Desoir, qui est anesthésiste réanimateur à Toulouse et qui s'est vraiment battu courageusement contre le Covid sur le terrain au printemps et qui lui est très hostile au confinement, qui pense exactement la même chose que nous sur le plan global, donc on l'a cité dans le livre. Donc oui, on a fait un travail de collecte de données. Et donc simplement pour répondre à votre autre question sur le côté discipliné des Allemands, moi j'ai trouvé que les Français se sont montrés en fait très disciplinés durant cette crise. Ils ont accepté des choses qui me paraissent énormes et on le voit encore aujourd'hui avec les restaurants parce qu'on va arriver à quelque chose comme 5 mois de fermeture en cumulé, si on cumule les deux confinements. Donc les Français me paraissent très disciplinés, pas moins que les Allemands, mais par contre les Allemands me paraissent avoir fait de meilleurs choix stratégiques, plus organisés, avec une meilleure logistique, plus industrialisés, et je pense qu'en fait il y a des choses qui se passent en Allemagne dans certains domaines qu'on ne peut pas transposer en France à cause de la différence de mentalité, mais qu'en ce qui concerne le Covid-19, là ce n'est pas le cas, et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites en Allemagne qui auraient très bien pu être transposées en France. Par exemple, respecter la liberté de prescription des médecins, ça, il n'y a aucune différence culturelle qui nous empêcherait de le faire aussi. Ou s'appuyer davantage sur les médecins de ville, les médecins libéraux. Là encore, il n'y a aucune différence qui nous empêcherait de le faire. Ou donner de l'oxygène précocement aux gens, plutôt que de tout fermer, de tout confiner et de les laisser s'étouffer chez eux. Là encore, il n'y a aucune différence culturelle qui rendrait cela impossible ou intransposable. Quelque part, dans ce que vous êtes en train de dire, on a l'impression que vous reprochez un manque de hauteur, de prise de hauteur, d'un point de vue des décisions, et en même temps une surcentralisation des décisions, donc pas regarder les choses de manière assez holistique, et une surcentralisation qui pourrait être expliquée par la différence qu'il y a dans les Länders en Allemagne, peut-être avec une plus grande décentralisation ou un fédéralisme qui fait que les gens sont plus proches du terrain, ce qu'on a essayé de faire avec le couple préfet-maire peut-être. Alors, oui, c'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose de très frappant déjà sur ce que vous appelez le manque de vision holistique, le manque de vision synthétique. Je suis tout à fait d'accord avec vous, nous sommes dans une crise qui est une crise multi-aspects. Il y a la dimension sanitaire, mais aussi bien sûr la dimension économique, la dimension sociale, la question des libertés publiques. Or, dans la ligne française, on a fait le choix de prendre en compte uniquement la dimension sanitaire au détriment de toutes les autres dimensions. Premier point. Ensuite, si on prend juste la dimension sanitaire, très bien, moi je veux bien, pourquoi pas, mais la santé, ce n'est pas que le Covid-19. Or là, on a réduit la question de la santé publique à la seule question du Covid-19 qui est devenu l'alpha et l'oméga de toutes nos décisions. On a l'impression qu'il n'y a plus d'autres maladies, qu'aucune autre maladie n'est plus grave que le Covid-19. Donc vraiment tout se réduit aujourd'hui au Covid et sans se poser la question de l'impact sanitaire négatif du confinement. Vous voyez qu'aujourd'hui, le premier confinement au printemps a jeté 1 million de gens en plus dans la pauvreté.
on a eu 1 million de gens en plus. Est-ce que de pauvres en plus? Est-ce que ce million de personnes qui a basculé dans la pauvreté, est-ce que vous croyez qu'ils vont être en bonne santé? Est-ce qu'ils vont pas déprimer? Est-ce qu'il y en a qui vont pas se suicider? Est-ce qu'ils vont pouvoir se soigner correctement? Eh bien, je ne le pense pas. Récemment, il y avait une enquête, alors qui n'a pas de rapport avec le Covid et le confinement, mais qui nous disait que 2/3 des adolescents étaient trop sédentaires et n'avaient pas assez d'activité physique. Est-ce que, avec le confinement, l'interdiction de sortir de chez soi, les attestations de sortie, la fermeture des salles de sport, des clubs, la suppression de toutes les activités sportives, est-ce que les jeunes Français ne vont pas être encore plus sédentaires et du coup en encore plus mauvaise santé à moyen terme? Donc également, l'activité économique, c'est quelque chose qui finance notre système de santé. Quand vous allez au restaurant, vous payez une addition. Sur cette addition, il y a de la TVA et puis il y a aussi une partie de l'addition qui va servir à payer les salaires des employés du restaurant. Sur ces salaires, il y a des charges sociales. Et donc tout ça, toutes ces taxes, ces impôts, ces charges, ces cotisations, ça va faire des rentrées fiscales et sociales qui financent notre système de santé. Or, si on contracte l'activité économique du pays avec une récession économique terrible, des faillites en masse, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup moins de rentrées d'argent, donc ça veut dire moins d'hôpitaux, moins de lits, moins de respirateurs, moins de soignants et encore des soignants moins bien payés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Nos soignants sont trop mal payés. Moi, personnellement, je suis pour qu'on augmente le salaire de nos soignants, mais avec la crise économique qui se met en place avec le confinement, à terme, c'est quelque chose de très dangereux pour l'hôpital. On nous dit il faut confiner pour sauver l'hôpital public. Moi, je pense que c'est exactement le contraire, puisque le confinement est en train de tuer l'économie, de contracter l'économie. Or, c'est l'économie qui finance notre système de santé. Donc, je pense qu'il faut au contraire déconfiner au plus vite pour sauver notre système de santé et son financement. Donc, je suis très surpris de cette réduction de la question de la santé, qui est une question extrêmement importante, au seul Covid-19. Oui. Et enfin, le Covid-19 lui-même est réduit à la seule question des lits de réanimation qui deviennent à leur tour l'alpha et l'oméga du Covid. C'est-à-dire on réduit toute la décision politique à la santé, ensuite on réduit toute la santé au Covid, et enfin on réduit tout le Covid au lit de réanimation sans penser aux mesures qui, d'une part, pourraient être prises pour augmenter en urgence le nombre de lits de réanimation, notamment dans la manière dont les équipes de réanimation sont organisées. Vous avez le docteur Kirzek, dont j'ai déjà parlé, qui est urgentiste et qui propose des choses très concrètes qui permettraient immédiatement d'augmenter notre nombre de lits en réanimation en organisant différemment les équipes de réa. Et d'autre part, il y a aussi tout ce qui permet aux gens d'éviter d'entrer en réa en les soignant le plus tôt possible. Ce que j'ai dit, ce que nous ont dit les médecins sur la combinaison oxygène, corticoïde, anticoagulant qui fait s'effondrer le taux de passage en réa, voilà un moyen qui pourrait être mis en place. Et ce, sans même référence à la polémique sur le traitement hydroxychloroquine plus azithromycine. Si jamais ce traitement-là marche, moi je n'ai pas d'avis sur la question, mais si jamais il marche, comme par exemple Louis Fouché nous le dit, ça permettrait de faire baisser encore davantage le nombre d'entrées en réanimation. Mais pour ça, il faudrait au moins respecter la liberté de prescription des médecins. Oui. Dites, Jean-Louis Bonamy, vous avez eu des contacts avec les députés, avec les sénateurs suite à l'écriture de votre livre? Alors, on a eu des retours positifs assez nombreux de la part de soignants, de la part d'entrepreneurs et de personnes du monde des affaires, de la part de journalistes, de la part de politiques aussi, y compris d'ailleurs, donc pour répondre à votre question, de députés et de sénateurs. Donc on a eu des retours. J'ai moi-même écrit
un texte dans la revue parlementaire. Donc on a eu des contacts, on a eu des retours très positifs, mais malheureusement, pour le moment, nous n'avons pas eu de retour des gens qui élaborent la stratégie française. Voilà, on n'a pas eu de retour de la technostructure du ministère de la Santé, par exemple, ou du conseil scientifique, voilà. Donc c'est-à-dire que les gens qui prennent les décisions, pour le moment, j'espère que ça va changer, mais pour le moment, on n'a eu aucun retour. Mais écoutez, Jean-Loup Bonamy, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, que la psychose les abandonne et qu'ils vous écoutent. Et, j'espère aussi, et j'espère que votre média pourra y contribuer. Je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et d'expliquer un petit peu votre vision de la crise, et en espérant qu'on pourra faire un débriefing vidéo, peut-être avec votre co-auteur, pour aborder des sujets plus précis de votre livre et donner aux auditeurs une vision de vos analyses qui sont fort intéressantes, puisque vous êtes sorti de France. Donc oui. le nombrilisme vous a abandonné, comme on dit. C'est une bonne chose. Et je vous en remercie. Il fallait essayer de sortir du nombrilisme pour sortir de la psychose, faire un crochet pour récupérer son bon sens et sa raison. Eh bien, écoutez, on vous remercie et on vous souhaite une bonne soirée. Voilà, et bravo merci, pour très bonne soirée à vous et à bientôt, j'espère, pour un autre débriefing. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir.